Christian Tudrose, vous êtes donc universitaire, formateur en, je vous cite, formation conjointe aux techniques de négociation collective fondées sur la résolution de problèmes. Derrière tout ça, il y a la matière grise et ça vaut le coup de l'écouter. Ok, merci. On ne va donc pas se raconter d'histoire, et ce n'est pas qu'une question de verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense que dans cette France de l'automne 2023, le dialogue social n'est pas aussi vaillant qu'on peut l'espérer. Alors, effectivement, il y a eu de belles réalisations ces derniers mois dans les entreprises, dans les branches, et évidemment au niveau national, notamment avec pas moins de 3 beaux accords nationaux interprofessionnels sur des sujets non anodins, la question du partage de la valeur ajoutée ou la transition écologique. Mais je pense qu'il nous faut être lucides, de nombreux chantiers sont à ouvrir, on l'a vu ce matin, et je ne suis pas sûr que nous soyons tous bien préparés pour les affronter. Alors, je vais donc emprunter rapidement une matrice que les managers ou les ingénieurs connaissent bien, la matrice MOF, donc pour menaces, opportunités, forces, faiblesses, et que je vais appliquer au dialogue social, qui évidemment ce n'est pas un produit qu'on met sur le marché, ce n'est pas une entreprise, mais je pense que ce petit exercice pourra nous être utile pour les thématiques traitées cet après-midi. Je commence par les forces du dialogue social dans cette France de l'automne 2023. Il y en a au moins 3. L'adhésion, je pense, de la quasi-totalité des employeurs et des élites et des décideurs politiques sur l'idée que le dialogue social, c'est un gage de performance économique, que la QVT, c'est un levier organisationnel, notamment pour la transformation de nos entreprises. Et cette idée-là, je crois, il y a à peine une dizaine d'années, n'était pas aussi partagée qu'elle l'est aujourd'hui. Deuxième force, je le disais à l'instant, un dialogue national interprofessionnel de bonne vitalité, et les nouvelles têtes à la tête de la CFDT, de la CGT et du MEDEF, je pense, vont continuer de s'inscrire dans la même dynamique. Et je crois que c'est un élément important, Pierre Ferracci le rappelait ce matin, l'autonomie des partenaires sociaux face aux politiques. Je crois que c'est une garantie, dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes temporalités, ce ne sont pas les mêmes finalités, ni même les mêmes volontés. Et le récent accord sur les retraites complémentaires Agirc-Arrco le montre. Et puis, troisième force, le fait qu'il y a une éclosion de différentes structures partout en France dédiées au dialogue social. Alors, ce sont des dossiers dans des revues, ce sont des instituts paritaires, comme dans la météorologie, c'est un certain nombre de cahiers ou dialogues praticiens et experts, ce sont des diplômes universitaires centrés sur le dialogue social. Bref, une offre de services de plus en plus étoffée sur ce dialogue social. Et notamment, par exemple, il y a maintenant dans un certain nombre de grands cabinets de conseil des personnes, des consultants qui se présentent comme des facilitateurs ou facilitatrices du dialogue social. Bien. Alors, du côté des faiblesses, là aussi, 3 rapides constats. 1, je pense une certaine difficulté collective à dresser l'état réel des lieux du dialogue social en France aujourd'hui, notamment à identifier les craintes et les résistances des dirigeants ou des syndicalistes pour pouvoir mieux les convaincre. Et puis, une certaine difficulté à inscrire à l'agenda médiatique ou politique, de manière un peu durable, la question du dialogue social. Des initiatives comme celle-ci, pilotées par Dominique Vendrose, soutenues par Le Progrès, je pense que ce sont d'excellentes initiatives, mais je pose la question, évidemment, en France, combien d'initiatives de ce type? Encore trop peu. Deuxième faiblesse, j'irai assez vite, mais quand même un peu m'arrêter sur le point, je dirais une faiblesse un peu d'ordre épistémologique, d'ordre de la connaissance. C'est-à-dire, je pose la question, le dialogue social, de quoi est-ce vraiment le nom? Alors, je constate que la plupart du temps, on utilise, un certain nombre d'entre nous utilisons le terme dialogue social pour parler de la négociation collective, tandis que d'autres utilisent le mot de dialogue social pour ne pas parler de négociation collective. Donc, je pense qu'il faut que, si je reprends la citation d'Albert Camus dans Lettre à un ami allemand de juin 1944, il disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Je pense que c'est un enjeu pour nous un peu de nous mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par le terme de dialogue social. Troisième faiblesse de ce dialogue social, me semble-t-il, mais cette fois-ci d'ordre comptable,
c'est le fait qu'il y a beaucoup de chiffres qui nous sont communiqués. Je pense notamment au rapport annuel de la Direction générale du travail, c'est 700 pages, fort utile pour les chercheurs que nous sommes. Mais est-ce que vous, les praticiens, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez besoin? Et puis surtout, est-ce que les chiffres qui sont donnés, de quelle manière reflètent-ils la vitalité du dialogue social là où il est évidemment efficace? Ce matin, ça a été prononcé également, ça a été indiqué, la base d'accords collectifs Légifrance, c'est près de 120 000 accords qui sont répertoriés, c'est une formidable base. Mais très honnêtement, si on voulait isoler les accords environnement signés dans le Rhône cette dernière année, vous y passeriez probablement la matinée. Donc, beaucoup de chiffres, mais pas forcément ceux dont nous avons besoin, et peut-être pas structurés dans la manière qui serait nécessaire. Donc, peut-être se pose cette question-là de passer du quantitatif, du purement quantitatif, à du qualitatif, et c'est ce que nous faisons dans ce genre de rencontre aujourd'hui, et pourquoi pas envisager quelque chose de permanent, hein, dialogue social en action, un site web permanent où seraient directement accessibles les différentes réalisations qui ont été couronnées ces dernières années par ce type de rencontre. Bien. Et puis, chiffre alarmant également, je mets en regard deux chiffres, hein, 40 000 accords collectifs signés grosso modo depuis 10 ans en France, 40 000 par des délégués syndicaux, et 190 000 entreprises où il pourrait y avoir une négociation et une signature d'accord. 40 000, 180 000, bon, les marges de manœuvre, la marge de progression est fantastique. Comment peut-on s'y prendre pour faire en sorte que dans les entreprises, il y ait un peu plus d'accords collectifs? Je crois que c'est un enjeu qui est extrêmement important. Bien. Les menaces maintenant. Plutôt que de parler de menaces, je veux parler de risques. Alors, ce risque auquel s'expose ce dialogue social, à la fois fort et faible, le premier, me semble-t-il, c'est de ne pas être véritablement à la hauteur des enjeux par rapport à la question du travail. On l'a vu pendant la période récente, à partir de la contestation de la réforme des retraites, cette question du travail est devenue centrale. Alors que ce soit le sens du travail ou le sens au travail, hein, les deux appellations sont acceptables parce que ça pose effectivement ce problème de l'épanouissement dans le travail, d'un travail qui, pour utiliser une expression qu'on utilise en sociologie, faire du bon travail, etc. Donc là, je renvoie, ça a été indiqué ce matin, au rapport issu des Assises du travail, le rapport de Sophie Théry et Jean-Dominique Sénard. Je cite rapidement l'axe 1 de leur rapport. Gagner la bataille de la confiance par une révolution des pratiques managériales en associant davantage les travailleurs. Ce n'est pas un tract syndical, c'est Jean-Dominique Sénard, patron de Renault Group, qui écrit cela. Donc, la question est bien celle-ci, et l'enjeu est bien celui-là, c'est de prendre ensemble, collectivement, cette question du travail, et je vais y revenir plus précisément parce que c'est une question d'opportunité, je développerai ce point. Alors, deuxième risque auquel est confronté ce dialogue social, c'est un peu se voiler la face par rapport aux difficultés qui sont devant nous vis-à-vis de la transition écologique. Nous ne réussirons à décarboner notre économie, bien avant 2050, si les problèmes sont mis. Ça a été, en fin de table ronde de ce matin sur la transition écologique, ça a commencé à être fait. Si nous mettons sur la table tous les problèmes, et si nous examinons comment on va pouvoir les régler, et là je vais me permettre de reprendre l'expression de Pierre Ferracchi ce matin, aboutir à des compromis équilibrés et éclairés. Bien. Troisième risque, c'est que le dialogue social se fige un peu dans une routine institutionnelle, formelle, et qu'il fonctionne un peu à bas bruit et à peu de frais, et donc qu'il n'arrive pas à se réinventer et donc aboutir. Je vais enfin prononcer le mot important dans le titre de cette table ronde, revivifier une démocratie sociale sans laquelle notre démocratie politique, qu'on dit fatiguée, ne saurait fonctionner et qu'il faudrait refonder. Cet enjeu est important, j'insiste quelques instants. Je pense qu'il faut considérer cette question de la démocratie sociale sous un angle extrêmement pragmatique. S'il y a fatigue démocratique, c'est-à-dire montée des extrêmes, outrance
dans les débats publics, donc perte des nuances, abstention aux élections, etc. Le levier qui peut aider à refonder cette démocratie politique qu'on dit fatiguée, c'est effectivement la démocratie sociale. Mais donc, qu'est-ce que la démocratie sociale? Là, je me limiterai à une proposition, c'est le dialogue social. Mais un dialogue social solide, pratiqué au quotidien, avec des méthodes, avec des procédures appropriées, qui s'emparent des bons problèmes et qui construit, dans une confrontation méthodique, des solutions efficientes. Bien. Je viens de terminer ce panorama, donc j'arrive à la dernière case de ma matrice, les opportunités de ce dialogue social. Première opportunité, profiter, me semble-t-il, de la dynamique, relative certes, mais quand même qui existe, des assises du travail, pour imaginer en région ce dispositif qui a plutôt bien fonctionné au niveau national, c'est-à-dire un espace d'échange et de prise de décision via le Conseil national de la fondation, où réfléchissent ensemble donc experts, praticiens et décideurs politiques. Alors, ça peut prendre la forme d'un observatoire national du dialogue social, mais ça peut prendre également la forme au niveau local. Je lance cette idée-là. Pourquoi pas au printemps prochain ou à l'automne prochain des assises régionales du travail où en région on puisse continuer ce travail qui, une première étape a été faite dans le rapport de Sophie Thierry et Jean-Dominique Sénard. Autre opportunité, la question des formations communes. Là, il y a eu un atelier consacré à la question. Moi, j'appelle, effectivement, c'était l'intitulé un peu long que Vincent Roquenne nous a lu, je parle d'ateliers de formation aux négociations, et pas n'importe quel type de négociation, des négociations collectives fondées sur la résolution de problèmes. C'est parce qu'il nous faut qu'on sorte cette idée, et je crois que c'est aussi un enjeu du dialogue social pour qu'il puisse se développer, sortir de cette idée que la négociation collective, c'est un sport de combat ou c'est une scène de théâtre un peu bruyante. Non, c'est un processus conjoint de prise de décision par rapport à des problèmes dont les deux parties possèdent une partie de la solution. Une fois qu'on a cette vision un peu pragmatique de la négociation, alors je pense qu'on peut essayer d'accompagner, plus exactement, je le mets dans l'ordre, outiller les parties, des fiches pratiques, des guides, puis aussi j'allais dire, comme ce matin ça a été fait, c'est-à-dire des récits de négociation. Voilà comment on s'y est pris. Et ça peut être... Vous voyez, dans le cadre d'un échange de pratiques, ça peut être extrêmement utile. Donc, outiller, former aux techniques de résolution de problèmes, de négociation fondée sur la résolution de problèmes, et puis, évidemment, des groupes pour échanger, et notamment imaginer qu'il y a des entreprises qui ont négocié des accords, par exemple sur la transition, sur la mobilité, on en a vu ce matin, et qui acceptent de transférer leur expérience dans des clusters où il y a d'autres entreprises qui veulent s'engager dans ce type de processus, et ainsi il y a des apprentissages conjoints. Bien. Outiller, former, accompagner, me semble-t-il, voilà un bel enjeu, notamment par exemple pour les observatoires départementaux du dialogue social dans la région Auvergne. Autre opportunité, c'est cette question de la transition écologique, mais la penser comme un espace d'expérimentation. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment il faut faire, on ne sait pas quoi faire, et même pourquoi le faire. Donc, effectivement, il y a, je pense, un espace d'invention, d'expérimentation. Je donne deux exemples, très rapidement. À la page 5 de l'accord interprofessionnel sur la transition écologique, donc 11 avril 2003, je lis ceci. Le dialogue social contribue à la nécessaire implication des salariés dans la mise en œuvre de la transition écologique dans l'entreprise. Avouons que c'est bien écrit, c'est bien dit. Mais comment concrètement on va impliquer les salariés dans la mise en œuvre de cette transition écologique? Le texte de l'accord ne le dit pas. Et tout cela est à inventer. Et je pense que là, on a un bel enjeu devant nous, parce que les réponses, c'est à nous collectivement de les apporter. Et puis, deuxième extrait, je lis toujours, les acteurs du dialogue social ont un rôle décisif à jouer. Ils doivent construire des solutions conjuguant performance économique, sociale et environnementale. Sauf que quand on regarde les thématiques de la négociation collective en France, en gros, 65 à 67% chaque année des accords collectifs signés, les 40 000 donc, portent sur les rémunérations,
l'épargne intéressement et la prévoyance collective. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 25% sur l'ensemble d'accords collectifs qui portent sur l'ensemble des autres thématiques. Donc, vous voyez, s'il faudra conjuguer performance économique, performance sociale, performance environnementale, alors que l'habitus dans les entreprises, c'est négocier, en gros, les questions de rémunération, eh bien, effectivement, on va être un peu en panne. Donc là, de ce point de vue, il y a quelque chose, j'allais dire, de fort important, c'est mettre en musique, notamment ce que indique le rapport Thierry Sénard. Il propose un dixième principe de prévention primaire, qui est celui-là, écouter les salariés. Mais comment on peut écouter les salariés? Je termine sur ce point, et ça fait, à mes yeux, sens avec la question de la démocratie sociale. Il existe de nombreux outils aujourd'hui, par exemple via la Commission nationale de débat public, via les conférences de citoyens, via ce qu'on appelle en gros la participation citoyenne ou la démocratie citoyenne. Il y a des tas d'outils collaboratifs numériques qui existent et que dans la plupart des collectivités locales, ils utilisent, notamment via les budgets participatifs, etc. Je lance aussi cette autre idée. Peut-être que, tout à l'heure, je parlais d'un dialogue social qui doit se renouveler dans ses procédures, dans ses outils. Peut-être que transférer une partie de ces outils collaboratifs numériques qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la démocratie politique, de la démocratie citoyenne, les transférer dans l'entreprise, peut-être que là, on pourra peut-être résoudre toutes les questions que je viens d'indiquer. Voilà. Je termine avec, parce que j'ai eu un propos au départ qui était « soyons lucides », etc. Vous savez, il y a la phrase du président Chirac à Johannesburg il y a 21 ans maintenant, c'est « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Peut-être que ça pourrait s'appliquer aussi au dialogue social si nous ne réagissons pas et qu'on prend les choses à bras-le-corps. Merci. Merci beaucoup, Christian Suyrose. Vous restez avec nous, vous allez prendre place. Pour illustrer un peu tous ces propos, nous avons pensé que le secteur du VTC pouvait être intéressant. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir justement des interlocuteurs de qualité. Et donc, j'invite à me rejoindre M. Yacine Bensassi, Marine Charpentier et Joël Blondel. Je vais vous présenter dans un instant. Asseyez-vous, prenez un micro. Alors Yacine Bensassi, vous êtes vice-président de l'association VTC de France. Alors VTC, c'est véhicule de transport avec chauffeur, je le précise. Voilà. Marine Charpentier, vous êtes directrice des affaires juridiques d'Uber France, je précise quand même. Ou non, Europe et... Pour l'Europe. Pour l'Europe, voilà. Une société qui compte 32 000 chauffeurs à peu près. Alors nous, on ne parle pas en effectif avec les chauffeurs parce que ce sont des indépendants, mais en France, c'était une question piège, mais il y aura que celle-là. 35 000 chauffeurs actifs. D'accord. Et Joël Blondel, vous êtes directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. C'est une structure qui est relativement récente. Ce qui nous a paru effectivement intéressant, c'est que bon, c'était un secteur qui a été quand même mis quand même sur le devant des médias parce que effectivement il y avait de fortes tensions sociales. Il y avait visiblement un problème d'entente, de négociation. Les parties ne semblaient pas se reconnaître les unes les autres. Et pourtant, il y a eu cet accord, là, cette année, qui a permis de trouver quand même un certain compromis et de calmer un petit peu le climat social dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être, Monsieur Bensassi, vous pouvez peut-être expliquer qu'est-ce qui a fait que là, il y a pu y avoir quand même une solution après des périodes de tension assez pénibles? Oui. Bonjour, déjà je me présente, M. Bensassi Yacine, vice-président de l'association des VTC de France. Je pense qu'il faut plutôt revenir en arrière et comprendre un petit peu la problématique qui s'est ouverte au VTC. On est plutôt avec des indépendants et le schéma il est complètement différent du monde patronat et salariat. On est plutôt avec des indépendants et des plateformes numériques qui ont un petit peu capté la masse clientèle, et un chauffeur VTC qui n'a pas de client automatiquement se retrouve dépendant des plateformes numériques. Et on s'est retrouvé à régler des problématiques où on a plutôt perçu que certaines plateformes numériques empiétaient sur le monde du patronat sans étant même être des entreprises de transport.
Et du coup, on se retrouve où le chauffeur VTC était démuni de la partie salariée, ça veut dire tout ce qui est lié au droit du travail, vu qu'on est avec des statuts d'indépendants et plutôt en majorité des auto-entrepreneurs. Et la partie aussi, tout ce qui est partie indépendant, le fait de régler ses coûts de revient pour pouvoir dégager une marge et fournir à sa clientèle un prix de vente décent pour pouvoir maintenir ses activités. On était vraiment dans un cas de figure où il y avait, on était ce que je disais souvent à l'époque, des indépendants dépendants des plateformes. Et on a fait le pari du dialogue social pour essayer de renverser un petit peu la vapeur et de remettre un peu l'église au milieu du village. Voilà. Marine Charpentier, vous avez dû effectivement batailler dur pour convaincre votre direction qu'il fallait, il fallait jouer la carte du dialogue social. Ça, vous ne pouvez pas, comme ça, rester dans en permanence contre les parties prenantes, mais qu'il fallait effectivement instaurer un dialogue social. Nous, on a un peu découvert le dialogue social. C'est clairement pas dans l'ADN d'Uber initialement, mais on l'a découvert avant le dialogue social sectoriel, parce que avant même, ce dont parlera peut-être plus amplement Joël Blondel, avant ce dialogue sectoriel, on a senti que le fait, comme le disait M. Bensassi, on parle à des indépendants, on n'a pas la communauté d'intérêts homogène qu'on peut avoir dans une entreprise ou dans des secteurs, dans le salariat. On parle à des entrepreneurs et on parle surtout à des profils d'entrepreneurs qui sont aussi différents que le nombre de chauffeurs avec lesquels on peut discuter. Et donc, assez rapidement, peut-être trop tard pour certains, on a commencé à dialoguer directement avec les travailleurs, parce qu'ils nous ont dit à 87%, on a fait des études en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, qu'ils voulaient dialoguer directement avec nous et pas nécessairement être représentés par des intermédiaires. Et ce qu'on a mis en place très rapidement, c'est des consultations annuelles avec des éléments, des questions très très précises qui parlent de la flexibilité, des revenus, de la transition électrique, donc c'est extrêmement varié, des tours de France, qu'on appelle des tours de France de notre direction pour rencontrer les chauffeurs, et on voit qu'il y a un assez fort engagement puisqu'on parle de 6000 chauffeurs donc côté VTC et côté livraison, parce qu'on a cependant 15 000 livreurs qui chaque année participent, nous font des remontées, et donc sur cette base, nous on a des axes de travail, on a désormais quelqu'un à temps plein qui est ce qu'on appellerait dans le monde du salariat chargé des relations sociales. Et de ces axes de travail, on arrive à faire des propositions. Ça peut être changer des fonctionnalités dans l'application, ça peut être modifier une tarification selon des heures, des zones géographiques qu'on va définir, c'était en mai dernier avec les chauffeurs, ou des choses très très différentes, comme créer une protection juridique et financer une protection juridique, Juridica, parce que c'était à une époque où il y avait énormément de remontées de violence contre les chauffeurs et les livreurs. Mais ce dont on se rend compte, c'est que bien évidemment, ce dialogue direct, il y a un écueil majeur, c'est que nous, on doit parler à 35 000 chauffeurs d'un côté, 70 000 livreurs de l'autre côté, donc on ne sait pas vraiment qui est représentatif de quoi. Et donc, on voit dans l'émergence du dialogue social sectoriel quelque chose de particulièrement important, parce qu'on voit déjà la qualité des acteurs qu'on a autour de la table. Et surtout, ça va véritablement permettre de créer des standards sectoriels, ce que ne fait pas notre dialogue notre dialogue direct, pardon, mais d'arriver à créer des droits supplémentaires pour les travailleurs de plateforme, parce que peut-être que vous ne le savez pas tous ici, mais depuis la loi El Khomri, vous avez des lois successives qui créent des droits spécifiques pour les indépendants travailleurs de plateforme, et on commence à voir l'émergence d'un statut tiers pour ces indépendants-là. Et via le dialogue social, on arrive véritablement à ajouter à ce qui est dans la loi des droits et des bénéfices supplémentaires. Et je pense qu'on a pu démontrer dans l'année qui vient de s'écouler que c'était un dialogue extrêmement constructif, puisque tout secteur confondu, on a négocié 6 accords avec des acteurs qui sont très très nouveaux pour beaucoup autour de la table, puisque ce qui est assez intéressant dans le dialogue social sectoriel, c'est que le profil
des travailleurs a fait que sont arrivés en tête des élections, côté livraison, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, et côté VTC, mon voisin de droite. Donc pas des syndicats traditionnels, mais il y a véritablement cette volonté d'être représentés, soit plutôt par des organisations de chauffeurs, soit des syndicats qui vont représenter et avoir un peu cette fibre entrepreneuriale, ce qui est le cas de la FNAE. Et justement, M. Bensassy, ça a été compliqué de fédérer les revendications et d'être à l'écoute voilà, des chauffeurs. Alors, je rappelle quand même, le VTC, c'est quand même quelque chose de complètement innovant. Maintenant, ça fait partie de notre quotidien, mais il y a 10-15 ans, c'était encore pas très couru. Donc, il y avait quand même tout le problème d'organisation, y compris sur le plan juridique. Comment ça s'est passé pour vous, alors, du coup? Très clairement, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, on s'est retrouvé avec un décalage entre notre formation et la réalité du terrain. On a été formé à des choses très simples, où un indépendant, pour pouvoir vendre une prestation, ce que je disais tout à l'heure, il puisse mettre des coûts et rajouter les coûts de revient plus marge et pratiquer des prix de vente. On s'est rendu compte que dans le marché réel, par le fait de la captation des plateformes, de la masse clientèle, ce n'était pas le cas. C'était les plateformes qui décidaient des prix et par moment, ça nous poussait à vendre à perte, ce qui est interdit en France. Et du coup, ça a été plutôt difficile à fédérer, mais ça a été facile dans le cas où les chauffeurs se sentaient lésés. Du moment qu'on se retrouve avec des indépendants qui sont lésés, on se réunit en tant qu'association ou syndicat. Et moi, je représente une association. Nous, très clairement, dans le terrain, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que la réalité des plateformes et le modèle présenté par les plateformes, il est peut-être innovant dans l'aspect de la mobilité. Et c'est un fait. Aujourd'hui, les plateformes et tout ce qui est numérique fait partie du quotidien des Français, même au niveau de la banque. On peut parler de paiement sans contact. Tout ce qui est numérique est nouveau et je pense que ça apporte quelque chose de nouveau pour le Français. Sauf que, d'une manière générale, le modèle économique et le modèle des statuts qui étaient mis en place et qui étaient proposés par le système français étaient en décalage avec l'arrivée, ce qu'on appelait pendant un moment de l'ubérisation de la société. Et nous, on a été les premiers un petit peu dégâts collatéraux. C'était qu'aujourd'hui, le VTC, on nous a poussé à de la formation, à de la professionnalisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un chauffeur VTC ne peut pas exercer s'il n'est pas formé, s'il n'a pas une carte VTC. Et de facto, il est indépendant et il se lance dans l'entrepreneuriat et dans le statut d'indépendant. Sauf que... Quand vous dites « on vous a poussé », c'est qui le on? Ça veut dire qu'initialement, à l'époque, si je parle un peu dans le passé, il y avait deux grandes familles dans le monde du VTC. Il y avait ce qu'on appelait les lotis. Ceux qui travaillaient, c'était des capacitaires en transport, qui travaillaient sous la loi d'orientation de transport interne. Comme aujourd'hui, moi je suis marseillais, mais la RTM ou la RATP à Paris transporte dans le cadre de la loti. On avait des transporteurs qui prenaient des salariés et ces salariés étaient chauffeurs. Et pour avoir, comme je vous disais tout à l'heure, la masse clientèle était chez les plateformes, travaillaient via ces plateformes-là. Et on avait les indépendants VTC. À l'époque, il y avait le fait de prouver d'une formation VTC sans examen. Nous, les organisations, on a toujours demandé à ce que les chauffeurs soient de plus en plus professionnels, la professionnalisation du secteur, parce qu'il y avait eu à l'époque certains dégâts où des chauffeurs VTC abusaient sur le nombre d'heures de travail, par exemple, où ils n'étaient pas professionnels. Et du coup, pour éviter tout ça, on a demandé à ce que, autant je pense que les plateformes et les chauffeurs VTC et les organisations ont demandé à la professionnalisation du secteur. Chose qui a été faite avec l'obligation d'un chauffeur VTC d'avoir une carte VTC et d'être enregistré en tant qu'indépendant. Mais on se retrouve toujours dans le cas de figure où, dans les faits réels, la formation et la réalité du marché, c'est un décalage. Et du coup, à fédérer, je pense que ça a été chose un petit peu facile à ce moment-là, parce qu'on se retrouve avec des indépendants un peu lésés. Et d'ailleurs, le droit de l'indépendant, c'est de travailler d'une manière rentable et de pouvoir au minimum atteindre les seuils de rentabilité et de dégager des marges, chose qui n'était pas faite par moment avec les plateformes. Et de là, il y a deux plutôt choix qui se proposent à nous. Ce qu'ont fait certains, c'est de dire, voilà, écoutez, on va admettre qu'on est des pseudo-salariés, et le combat, c'est de combattre ces plateformes-là et de demander la requalification de notre statut d'indépendant, mais plutôt en salarié, et via les prud'hommes. Nous, on a fait des sondages, moi étant indépendant, mais aussi au sein de nos structures, on a fait des sondages où plus de 90% des chauffeurs
VTC qui travaillent via des plateformes ont une volonté de garder leur flexibilité, de garder leur statut d'indépendant. Alors du coup, ça nous a poussé à rentrer en discussion avec ces organisations, c'est plutôt ces plateformes-là, dans le but d'améliorer plutôt les conditions ou la relation commerciale, parce qu'on est plutôt dans une relation commerciale, on n'est pas dans une relation d'employé-employeur. Voilà. D'accord. Alors vous avez fait allusion justement aux accords. Vous pouvez en présenter un ou deux, notamment l'accord sur les rémunérations, c'est ça? Alors, à nouveau, je vous corrige, on négocie au niveau sectoriel avec des indépendants, donc on a quand même des enjeux de concurrence importants, et il n'y a pas vraiment de notion de rémunération en tant que telle. Donc le premier accord qui a été signé était un accord sur le prix minimum de la course. Un peu dans la logique de ce qui peut exister dans le monde des taxis, vous avez désormais, tout secteur confondu, une course qui ne peut pas être inférieure au tarif que nous avons fixé. Donc ça, c'était un premier accord en début d'année. Il y a eu également un accord de méthode, parce que d'autant plus important qu'on avait de très nouveaux acteurs en matière de négociation collective. Et puis, très récemment, en septembre, un accord sur les désactivations. Donc, on a vraiment essayé de travailler sur les thèmes qui étaient les premiers thèmes qui revenaient, c'est-à-dire revenus et le sujet de la désactivation, qui est un sujet extrêmement sensible, bien évidemment, pour les chauffeurs, parce que c'est potentiellement la perte de revenus importante. Et ce qui est assez intéressant dans cet accord désactivation, c'est qu'on s'est engagé et on a aussi pu discuter sur des choses que nous, en tout cas chez Uber, nous avions déjà mis en place, comme l'équivalent de comité d'appel. Donc c'est la possibilité, lorsque vous êtes désactivé, on parle d'une portion congrue de chauffeurs, de faire appel à un comité de pairs, donc comité composé d'autres chauffeurs VTC. Au fil du temps, on avait intégré à ce comité d'appel des organisations syndicales, des associations, sans même que ces associations ou ces syndicats soient véritablement représentatifs de notre secteur, puisqu'on ne parlait même pas à l'époque de dialogue sectoriel. Et puis là, c'est donc une idée qui a pas mal influencé l'accord des activations. Et puis maintenant, à l'aune de l'accord sectoriel des activations, on va de nouveau un peu transformer ce comité d'appel. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant de voir comment le dialogue direct et ce qu'on a déjà pu mettre en place communique avec ce qu'on est en train de co-construire au niveau sectoriel. Alors, ce que vous venez de vivre en France, vous le vivez éventuellement dans d'autres pays aussi, ou c'est vraiment une spécificité Alors la France, et je pense que là-dessus, on est quand même, le dialogue social est quelque chose d'assez sacro-saint en France. Vous n'avez aucun autre pays dans le monde qui est allé aussi loin que de créer un dialogue sectoriel pour des indépendants. Vous avez quantité de pays dans lesquels nous signons des accords avec des syndicats, mais des accords Uber avec un syndicat américain, canadien, australien, brésilien, ou au Royaume-Uni également. Mais ce concept de dialogue social sectoriel avec véritablement des thèmes imposés par la loi n'existe absolument nulle part ailleurs. On est assez scruté par d'autres pays qui se posent la question, mais je pense que ça effraie encore pas mal de monde. Monsieur Blondel, donc vous êtes directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Quel a été justement le rôle des pouvoirs publics pour essayer d'apaiser ces tensions et faciliter le dialogue social auprès des plateformes? Alors, il faut partir du début de la genèse du dispositif. En réalité, hein, c'est quelque chose qui a été voulu à la fois par les pouvoirs publics, le gouvernement, et par les partis qui viennent de s'exprimer. C'est vraiment un projet. C'est vraiment un projet qui est parti du constat qu'il fallait arriver à discuter, à construire des choses ensemble. Donc c'est à la fois la définition du dialogue social et celui de la négociation collective. Et on fait bien de la négociation collective. Alors l'ARPE a été créé pour accompagner le dialogue social. C'est un établissement public qui a un certain nombre de prérogatives de puissance publique, on va dire, notamment pour définir les organisations représentatives, notamment organiser les élections de représentativité, de mesures d'audience, pour homologuer les accords. C'est un peu l'équivalent de l'extension des accords dans les branches professionnelles. Et donc ce dispositif, il a été voulu collectivement, à la fois par le gouvernement et par les partis. Donc ça a déjà été dit, donc je ne vais
peut-être un peu répété, mais moi j'ai été très étonné de voir que ça fonctionnait, et que ça fonctionnait vite, rapidement, les choses se sont mises en place. Le dialogue social, en réalité, les travailleurs indépendants, ils y ont droit. C'est écrit dans les conventions de l'OIT. Les travailleurs indépendants y ont droit. Et comme l'a rappelé Marine Charpentier, le dispositif que nous avons mis en place est unique, est unique dans le monde. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir en effet que les choses pouvaient très vite prendre forme. C'est-à-dire qu'on avait des partis de part et d'autre de la table qui souhaitaient négocier, qui souhaitaient parvenir à des accords. Je rappelle que ces accords sont opposables aux partis. Alors, le dispositif, il a été un peu construit sur le modèle des branches professionnelles, alors qu'il s'applique en réalité à d'une part des entreprises et de l'autre des entrepreneurs. Et au quotidien, on voit bien qu'on est sur quelque chose de très différent de ce qu'on peut connaître au sein d'une branche professionnelle et des discussions qui prévalent entre l'employeur, par exemple, ou ses représentants à l'échelon de la branche, et les salariés ou les syndicats. On est sur quelque chose de différent. On a des entrepreneurs qui sont à la recherche d'une rentabilité de leur activité, et qui donc raisonnent nécessairement différemment. Et pourtant, ça a donné des résultats, et des résultats relativement probants, puisque, ça a été dit déjà, 6 accords ont été signés depuis un an. Ça a commencé le 18 octobre 2022. Le ministre du Travail était d'ailleurs venu saluer les négociateurs pour leur première réunion. Et en un an, effectivement, il y a un travail important qui a été fait. Alors, ça ne veut pas dire que ce travail... comment dire, le challenge est gagné définitivement. C'est quelque chose qui doit se stabiliser dans le temps, qui doit s'asseoir et qui doit continuer à progresser en qualité, peut-être en quantité, mais il faut faire attention parce que parfois c'est un peu antinomique, mais en tout cas qui peut progresser en qualité. Et moi j'ai la conviction que ce sera le cas. Alors ça suppose aussi que chacun se pose des questions très régulièrement et se remettre en cause régulièrement pour sortir un peu des terrains qui ont déjà été labourés. Alors il y a des élections qui vont être organisées l'année prochaine. On démarrera une nouvelle période durant laquelle je pense on pourra ouvrir de nouveaux chantiers. Très bien, merci beaucoup pour ces témoignages. Ne bougez pas parce qu'on va proposer au public s'il souhaite poser des questions sur ce qui vient d'être prononcé. À moins que notre parrain souhaite intervenir. Notre parrain, Pierre Ferracci, a carte blanche, donc il peut intervenir quand il veut. Une question ? Oui, madame. Alors attendez, on va vous passer le micro. Pardon. Hop, merci. Merci. Oui, je voulais savoir si vous aviez des éclairages sur ce qu'allait proposer la directive européenne qui est en cours de préparation, notamment au niveau de ce sujet de la négociation collective dans les branches des travailleurs des plateformes. Alors, je peux répondre à cette question parce que je regarde de très près la directive européenne. Le projet de directive européenne, lorsqu'il a été publié en décembre 2021, la Commission a en même temps publié des instructions sur la manière dont le dialogue social pouvait exister au niveau sectoriel ou même au niveau plateforme travailleurs pour les indépendants. Donc, en tout cas, au niveau européen, ça existe dans un coin de la tête. Après, lorsque vous prenez la directive européenne, même dans le préambule, il n'y a absolument aucune promotion d'un mécanisme de dialogue social sectoriel. Ça reste très, très timide. Et malheureusement, on est parti un peu bille en tête sur le fait que la solution, c'était la requalification. Et donc, il fallait faciliter la voie de la requalification plutôt que d'examiner des voies alternatives comme le dialogue social. Oui, allez-y. Oui, je veux bien, non pas compléter ce que vient de dire Marine, mais peut-être
faire part du point de vue du praticien des services publics. Nous, ce projet de directive, on le voit positivement. C'est-à-dire que d'abord, il a vocation à harmoniser les situations qui existent aujourd'hui au sein de l'Union européenne et qui sont extrêmement disparates. Donc, il est certainement souhaitable que dans ce secteur, eh bien, on puisse aller vers des modes de fonctionnement qui soient plus harmonieux. Par ailleurs, alors on ne sait pas ce que sera l'issue des discussions, hein, on en est à la phase des trilogues, mais de toute façon, il y aura quelque chose à tirer de cette directive. Je pense qu'il s'agira d'un texte équilibré, nécessairement, hein, puisqu'il est négocié entre des partis qui ont des visions un petit peu différentes aujourd'hui de ce que doit être ce produit-là. Il sera un texte équilibré qui probablement obligera un peu les uns et les autres à faire bouger les lignes. Et il faudra sans doute faire bouger les lignes. Et ça peut être propice au dialogue social. Et je pense que le dialogue social gagnera à devoir peut-être, sur certains sujets, adapter un peu les dispositifs, les fonctionnements actuels pour aller vers quelque chose d'un peu différent et permettra de se remettre en cause et permettra d'alimenter la discussion entre les parties. Mais je ne crois pas un instant que ça puisse fragiliser le dispositif que la France a mis en place. Qu'est-ce que vous entendez par faire bouger les lignes concrètement? C'est très difficile à dire aujourd'hui, si vous voulez, mais sur la question de la requalification, bon, on n'est pas là pour traiter ce sujet. En fonction de ce qui va sortir, ça peut impliquer que les uns ou les autres acceptent de bouger un petit peu certains modes de fonctionnement et certaines pratiques, pour précisément que ceux qui souhaitent demeurer indépendants puissent le rester. Oui, très clairement, le projet de la directive européenne, malheureusement, je pense qu'il a été fait sans consultation, je ne sais pas, mais aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure en préambule de mes propos, la majorité des chauffeurs veulent garder leur autonomie et rester des indépendants. De facto, ils ne cherchent pas une requalification et la finalité de ce texte, c'est d'initier une présomption de salariat. Moi, je pense que c'est plutôt une présomption d'indépendant. On veut être des indépendants. Ça a été l'orientation qui a été faite via ce dialogue social et ce que nous, on ramène du terrain, de la base de nos chauffeurs et ceux qui nous suivent et qui nous ont élus. Le but, c'est de dire, voilà, on veut être des indépendants, mais on n'a pas les attributs de l'indépendant. Et ce dialogue social passe par le fait que les plateformes doivent accepter plutôt le contraire de cette directive européenne, qu'on est des indépendants, et si on est des indépendants, on doit discuter de certains sujets qui peuvent être la tarification, la relation commerciale et d'autres sujets. Mais je pense que ça a été, pour moi, cette directive, elle a été vue par peut-être des syndicats ou peut-être par des partis politiques, où elle a été initiée. Mais dans les faits réels, aujourd'hui, les chauffeurs VTC en France, hein, après je ne parle pas pour toute l'Europe, mais pour nous les Français, on veut vraiment être vraiment des vrais indépendants. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on a des problématiques sur la relation commerciale et où certains sujets peuvent être perçus comme étant des salariés. C'est pour ça que nous, on est venu dans le but de clarifier ça. Voilà. Marine Charpentier, vous restez optimiste sur la suite ou ça risque de... Je suis très très optimiste sur la suite. Je pense déjà on n'est pas du tout à la fin du trilogue. Et dans tous les cas, les trois versions de la directive telles qu'elles existent aujourd'hui, à mon sens, ne vont rien résoudre aux problèmes qu'on a aujourd'hui sur la différenciation entre un salarié et un indépendant, de par la manière dont les critères sont aujourd'hui rédigés. Donc, bien évidemment que nous, on souscrit à l'objectif qui aurait été celui de véritablement clarifier, d'avoir des références comme l'ordonnance Yodel, où on a des critères qui ont déjà été pensés au niveau européen. Mais dans les versions actuelles des critères et de ce que doit être ou ne doit pas être un salarié, et la manière dont c'est écrit
de manière très très évasive et large, ça ne va absolument pas aider les magistrats sur ce sujet. Et donc on restera dans cette jurisprudence où dans la majorité des cas, est confirmée l'indépendance des chauffeurs et des livreurs, mais de temps en temps, vous avez des décisions qui disent le contraire, pour des modèles et pour des conditions d'exercice qui sont souvent parfaitement identiques entre les demandeurs. Merci beaucoup. C'était effectivement très intéressant pour illustrer cette question-là. Je vous invite à rejoindre le photocall pour la photo. Voilà, tous ensemble. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir, hein, parce que je crois qu'ils ont quand même été très, très percutants. On poursuit toujours sur cette thématique avec Patrick Pierron, qui est administrateur réalité du dialogue social et secrétaire national confédéral de la CFDT. Bienvenue, vous nous rejoindre. Ancien. Bonjour. Oui, oui, ancien de la CFDT. Enfin, toujours CFDT peut-être quand même, mais plus responsable, voilà. Plus de casquette. Voilà. Bien, alors qu'est-ce que vous a inspiré ce qui vient d'être dit là? Oui, c'est fait pour, pardon. Voilà. Ben, c'est intéressant puisque on est sur un secteur avec des modes de représentation qui touchent plus au commercial entre les plateformes et les chauffeurs, mais qui posent aussi pour beaucoup de chauffeurs, me semble-t-il, la question de leur vie au travail quand même, puisqu'ils sont indépendants et en même temps ils ont des conditions de travail comme tout travailleur, même s'ils sont indépendants. Et à ce sujet-là, je présenterai en réalité du dialogue social tout à l'heure, mais on a présenté une étude sur la qualité de vie au travail dernièrement, vous la retrouverez sur le site Réalité du dialogue social, et dedans, on aborde la question des plateformes et justement et du travail des indépendants. Alors justement, présentez-nous Réalité du dialogue social. Alors Réalité du dialogue social, c'est une association de 300 membres environ, composée d'employeurs et de représentants des salariés, essentiellement. Elle a comme mission principale la promotion du dialogue social. Donc ça passe par des sensibilisations dans les grandes écoles, ou dans les collèges et lycées, mais essentiellement dans les grandes écoles. On va faire les SEC bientôt, sur une semaine, pour former les futurs dirigeants, sensibiliser les futurs dirigeants à du dialogue social qui n'est pas forcément que juridique, mais aussi avec du vécu. Et donc, c'est animé. Donc, moi, je l'anime en tant qu'ancien syndicaliste et je le fais en binôme avec un ancien DRH ou un DRH en fonction d'eux. Et on fait des témoignages de DSC ou de direction. Et il y a une dimension aussi européenne dans cette formation. Donc, des sensibilisations, des temps d'échange entre DRH et organisations syndicales. C'est à Paris, c'est en Rhône-Alpes, c'est dans le Grand Est, par exemple. J'en oublie une des régions, mais il y a Marianne qui nous représente, qui est là, qui pourra vous renseigner. Marianne Salvetta, qui représente Réalité du dialogue social en Rhône-Alpes et qui est partie prenante donc, de cette organisation aujourd'hui. Ça passe aussi par ce qu'on va discuter, des benchmarks à la demande des entreprises. On a fait un benchmark sur la plupart des entreprises et des organisations syndicales nous ont dit on va renégocier les CSE. Aujourd'hui, il y a des choses à améliorer. On aimerait bien voir ce qu'il y a de meilleur ailleurs. Et on leur a proposé et on a mené un benchmark autour d'une vingtaine d'entreprises très différentes, tertiaires, services, santé, industrie, pour tirer les éléments de diagnostic qu'on a partagés avec eux et tirer les 3-4 points de vigilance dans le cadre de la renégociation des CSE, par exemple. Alors, quels sont ces points de vigilance, justement ? Eh bien, alors, si on va sur les CSE, il y a 3 types d'organisations, en gros, qu'on a identifiées au niveau des CSE. Il y a les CSE qui sont totalement centralisés au niveau de la DRH Group, enfin au niveau du groupe, et qui sont éloignés du terrain, bien entendu. Vous avez des CSE qui sont organisés autour des métiers, qui sont centralisés au niveau des métiers, ou au niveau de zones géographiques, en fonction de leur réalité. Je pense notamment plus à la santé. Et vous avez des CSE qui ont gardé des CSE par site, et ça, c'est essentiellement dans l'industrie, là où il y a des sites de production. Et donc, ce qu'on a, le diagnostic est partagé, puisqu'on a fait le retour, hein, bien sûr,
devant les entreprises et les organisations syndicales, c'est que la problématique a fait que le dialogue social s'est centralisé, institutionnalisé, au détriment d'une relation de proximité. Et que l'enjeu pour la renégociation des CSE, mais ça a été dit tout à l'heure en introduction, pour construire de la démocratie sociale, même si l'entreprise n'est pas un lieu de démocratie, mais pour construire au moins de la démocratie sociale, la proximité et la parole des salariés est essentielle. Et c'est le point faible de ce qu'on a pu observer et qui a été partagé au niveau des CSE. Alors, certains DRH avec une grosse crainte de voir les collectifs monter, et donc de se poser la question, comment je développe un dialogue social de proximité? Et vous avez une réponse? Nous, on a souligné le fait que ce déficit de proximité, il fallait le prendre à bras-le-corps, que dans les accords, il y a des délégués de proximité pour justement pallier à cette centralisation et cette institutionnalisation. Mais ces délégués de proximité, dans la plupart des accords, on les cite, mais ils n'ont pas de moyens, on ne définit pas leur rôle, souvent, hein, pas tous, mais souvent c'est ça, et donc ça ne fonctionne pas bien, quoi, voilà. Et donc d'un commun accord, enfin, l'ensemble de ceux qui ont assisté à la restitution ont dit leur volonté justement de mettre la focale sur des délégués de proximité, de voir comment ils les articulent, puisque c'est eux qui recensent la parole du salarié, comment ils les articulent avec un dialogue social local. Et nous, on leur a attiré l'attention sur le fait qu'on est encore un pays très jacobin et que le dialogue social dans les entreprises et dans les groupes, il est très centralisé. Et on a peur justement de mandater ou de partager le pouvoir. Et qui dit dialogue social de proximité, eh ben, pose la question du management. Et le management de proximité, quelle marge de manœuvre il a? Si c'est juste pour recenser les questions et les faire remonter et on ne sait pas quand ça redescend, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Et donc il faut que le manager de proximité soit formé, accompagné, comme les organisations syndicales locales, à une culturation et à une pratique du dialogue social local, au plus près des salariés, avec les délégués de proximité qui seraient dans le dispositif, pour qu'ils puissent échanger. Mais ça ne peut marcher que si le manager de proximité a les moyens de dire oui ou non sur des questions, pas sur toutes les questions. Il y a dans les audits, il y a des entreprises qui ont dit « Ah, mais nous, on tient à avoir un cadre stratégique national ». Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est que sur des questions de santé-sécurité, sur des questions d'organisation du travail, sur des questions qui touchent au quotidien des salariés, managers et organisations ou délégués de proximité localement doivent pouvoir les régler. Parce que l'autre point qu'on observe justement suite à ce dysfonctionnement ou à ce non-fonctionnement, mais c'est historique, hein, c'est pas les CSE qui les amènent, mais c'est plus crucial vu que c'est remonté d'un étage, c'est que ça engorge les CSE. Puisque comme les questions ne sont pas traitées en local, eh ben, elles remontent directement en plénière. Et imaginez un CSE qui s'est centralisé et qui a une kyrielle de sites, voilà, de services ou peu importe, et qui voit toutes ces questions remonter, il explose les ordres du jour, il ne peut pas les mener, et en plus, il ne peut pas répondre pour des questions de proximité. Donc on a un vrai nœud là, où tout le monde s'est dit, à la fin de la restitution, s'est dit, ça, il faut absolument qu'on le traite, autrement on va avoir des collectifs à pas en finir, puisque les salariés ne se sentiront pas représentés, n'auront pas les réponses, et ils vont s'organiser en dehors du dialogue social institutionnel. Et ces dysfonctionnements, ils sont surtout visibles dans les grands groupes, mais dans les PME ou les... Alors, nous, on a fait les grosses PME et les grands groupes. Hein. On n'a pas été plus bas hein, dans l'étude. Est-ce que ça marche mieux Je ne sais pas. Sur les TPME, PME, déjà, le dialogue social il est plus difficile, il est plus naissant. Donc, et forcément, si vous êtes sur une entreprise qui a 20 ou 30 salariés, je pense que la proximité, elle doit être plus facile à mener, à gérer, à prendre en compte. Donc là, je parlais essentiellement des grands groupes, qu'ils soient tertiaires ou industriels. Oui, essentiellement des grands groupes qui ont plusieurs sites. D'accord, voilà, oui. Et la difficulté que certains employeurs nous ont dit, c'est qu'ils ont peur, parce qu'ils ont pu... Alors bien sûr, il y a le reporting classique, etc., mais le reporting, on sait comment ça fonctionne, ce n'est pas toujours objectif dans la réalité du terrain. Et ils ont peur de ne pas savoir, ce qui se passe concrètement. Et on a des grands groupes, je ne vais pas les citer puisqu'on a
on a un engagement de confidentialité par rapport aux benchmarks et aux entreprises, mais je les ai bien en tête. On a des DRH de grands groupes qui nous ont dit, nous on a des collectifs qui commencent à naître, il y a des groupes WhatsApp dans tous les sens, et on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire, parce qu'il n'y a pas ces délégués de proximité, il n'y a pas cette prise en compte de proximité, il n'y a pas de dialogue social de proximité. Et donc, il faut repenser le dialogue social avec du mandatement tant au niveau entreprise qu'au niveau organisation syndicale, avec des sujets identifiés qu'il faut traiter au plus près des salariés en donnant la parole des salariés pour que ça fonctionne. Et moi, je pense que le point aussi qui est important, c'est les commissions santé et sécurité qui ont été mises en place et qui sont dans la même veine de dysfonctionnement. Il y a beaucoup de questions de santé et sécurité qui remontent directement au CSE, ce qu'on a observé, et qui ne passent pas par les commissions. Par les commissions, parce que, justement, dans les commissions, il n'y a pas de réponse donnée. Parce que le management, il fait remonter, mais il ne peut pas donner la réponse en direct. Et souvent, quand on dit proximité, ça a été dit tout à l'heure, il y a un degré d'urgence dans certains cas. Il y a un degré d'urgence. Et donc, ce degré d'urgence, ça peut pas être, la réponse ne peut pas être « je vais voir au siège et je vous proposerai une réponse dans 15 jours ». Du coup, il faut revoir les ordonnances de 2017 ? Non, moi je ne suis pas là-dessus. Puis nous, ce n'est pas notre rôle en tant organisation syndicale. En tant qu'association Réalité du dialogue social, c'est dur, tu vois, Pierre, de changer de vie comme ça. Mais non, nous, notre rôle, c'était et c'était la demande de nos membres, c'était de faire une photo. La photo, elle a été partagée. Prise de conscience que la proximité qui prend en compte les commissions santé et sécurité, du dialogue social local qu'il faut créer, inventer, innover, donner la parole aux salariés, c'est des points essentiels dans la renégociation. J'espère que ça va être pris en compte, puisque tout le monde le partageait, et puis on verra bien dans le prochain bilan. Vous avez fait part de ces remarques aux organisations patronales ? Ben oui, parce qu'ils sont partie prenante. On a fait part de notre étude, elle est sur le site, elle est publique. Hein. Je vous en ai envoyé un extrait. On a fait une note de synthèse qu'on a envoyée au ministère du Travail, puisque ça nous paraissait logique de les informer sur, entre ce qui est écrit dans les ordonnances et la réalité du terrain, il y a des petits décalages importants qui peuvent avoir de gros désagréments, et qu'on leur a signalé qu'avec nos préconisations, enfin ce qui a été discuté avec les entreprises et les syndicats membres de Réalité du dialogue social, et on leur a fait une note de synthèse avec des préconisations. C'est à eux de voir s'ils veulent changer ou pas les ordonnances. Et pour le moment, pas notre rôle. Vous avez eu des retours dans des organisations ou du ministère ? Oui, alors on a justement les groupes qui sont vraiment inquiets sur la montée de collectifs. Hein, parce que du coup, on a ouvert un atelier avec les DRH et les organisations syndicales sur justement cette proximité et la montée des collectifs, parce que la montée des collectifs, c'est une réalité dans beaucoup de groupes quand même. Hein. On n'en parle pas encore dans tous les médias, mais c'est une vraie réalité, et ça échappe aux organisations syndicales, et ça échappe aux directions, et donc c'est une grosse inquiétude. Et donc ces groupes-là, oui, ont ouvert le chantier sur la proximité, délégués de proximité, comment on définit les rôles, comment on encadre et comment on accompagne les managers, parce que quand on parle de proximité, c'est managers, organisations syndicales et les salariés. Mais le tout doit être délégué de proximité. Mais il faut les accompagner, les former, tous. On ne forme pas que les syndicats, parce que les managers, ils savent. Ça ne marche pas. Donc il faut former les managers de proximité à un dialogue social, comment on le mène, et il faut former les délégués de proximité aussi, à comment on capte d'une réclamation, comment on le fait en revendication, et comment on l'amène en négociation pour faire vivre le dialogue social de proximité. Bon, vous pensez qu'il y a des chances de... Moi, je suis optimiste. Après, il y a une prise de conscience. Nous, notre rôle en tant qu'association était cette photographie, cette prise de conscience, partager le diagnostic, tracer des perspectives qui sont partagées aussi. Après, c'est aux acteurs de prendre leurs responsabilités. Mais là aussi, à bon entendeur. Merci beaucoup. Restez avec moi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle suite à ces propos? Une question? Non? Ah bah, notre parrain va vouloir intervenir. Non, mais je partage beaucoup de choses que Patrick a évoquées et que Christian Tuderos disait tout à l'heure. On est membre de Réalité du dialogue social, et donc
Nous, on a fait un petit travail qui complète un peu celui qu'a évoqué Patrick avec nos amis de Syndex sur les ordonnances. Alors, on n'est pas des syndicats, on n'est pas des partis politiques, donc on émet un point de vue de consultant, mais qui rejoint un peu tout ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il faut bouger les ordonnances. Alors, sous quelle forme? C'est au pouvoir public et au pouvoir politique de le faire. Ou alors, il faut que patronat et syndicats s'entendent pour que, dans la marge de manœuvre qui est la leur, ils modifient certaines choses. Alors, les deux choses qu'a évoqué Patrick, c'est évident. Le rapport que j'évoquais ce matin de Marcel Grignard et de comment il s'appelle, Jean-François Pillard. Bon, un dirigeant de la CFDT, un ancien dirigeant de l'UMM, c'est quand même raisonnable comme approche. Quand on lit entre les lignes, c'est assez explicite dans leur compte-rendu et dans leur évaluation. Ils disent, qu'on s'est trompé sur les délégués du personnel, il ne fallait pas les fusionner avec le CE et le CHSCT. Et donc on manque aujourd'hui de capteurs à la fois pour les syndicats, mais aussi pour les directions d'entreprise. Ça ne remonte pas assez et ça encombre les CSE avec des ordres du jour à n'en plus finir. Et on s'est trompé, moi je le dis d'autant plus tranquillement que j'étais plutôt pour la fusion CE-CHSCT. Parce que le lien entre stratégie, emploi, conditions de travail, organisation du travail, il est évident. Mais à condition de donner des moyens adéquats. Et on a étouffé le CHSCT. Et les commissions, dans la plupart des cas, ont beaucoup de mal à vivre. Donc soit on redonne des moyens à la commission pour qu'elle soit beaucoup plus autonome, plus la plupart des secrétaires de CSE viennent du CE. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ignorants des problèmes posés par l'organisation du travail, les conditions de travail. Mais ils n'ont pas le vécu des anciens secrétaires de CHSCT. Je cite toujours l'exemple d'un grand groupe public qui nous transporte et qui va me ramener à Paris, où sur 33 CSE, je demandais aux dirigeants syndicaux concernés combien il y en avait qui venaient des CE et combien du CHSCT. Je dis 80-20 à peu près. Mais dis non, 100%. 100% qui venaient du CE. Donc plutôt sur le terrain de l'emploi, de la stratégie de l'entreprise, que sur le terrain des conditions de travail. Et mine de rien, ça a contribué un peu à étouffer ces questions-là. Alors que les problèmes de conditions de travail sont bien montés dans la dernière période dans toutes les entreprises. Donc à partir de là, moi, pour revenir à notre débat, bon, d'abord le dialogue, Christian en a évoqué la définition. Pour moi, ça n'a de sens que si ça débouche sur la négociation. Et donc sur des compromis. Alors si possible, aussi satisfaisant que possible. Je disais éclairé, exigeant, et puis en même temps qui satisfont les deux parties sur des terrains qui sont les préoccupations d'aujourd'hui des salariés, mais aussi des entreprises. Je pense qu'il y a des choses qui doivent bouger pour que le dialogue social aille mieux aujourd'hui. Il y en a qui relèvent de la puissance politique, il y en a qui relèvent des syndicats eux-mêmes, et il y en a qui relèvent du patronat. Si je prends, enfin moi j'essaie de compléter, et donc je ne suis pas exhaustif, hein. Ce qui relève de la puissance publique, c'est qu'elle se rende compte que les ordonnances ont fait bouger les lignes, la négociation d'entreprise s'est développée, c'était nécessaire, on négocie au plus près du terrain et c'est une évidence que c'est utile, ce n'est pas antinomique avec la négociation de branche et parfois la négociation interprofessionnelle, mais une négociation réussie, c'est une négociation où les deux parties sont un peu équilibrées, quoi, et qu'il n'y a pas un rapport de force défavorable. Moi, dans une autre vie, on sait que je dirige un club de football, je suis tombé dans le secteur où le rapport de force est totalement inversé. J'ai jamais eu des syndicats aussi puissants que dans le football. Il y a 95% de syndiqués. Je crois qu'il y a des accords d'ailleurs avec la CFDT, avec l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs et le syndicat des joueurs. Et là, je peux vous dire, quand vous êtes président de club, quand ça bouge, vous avez l'UNFP sur le dos. Tous les secteurs n'ont pas la chance d'avoir autant... Alors, entre parenthèses, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les plateformes. La règle dans le football, c'est que les footballeurs et les footballeuses, d'ailleurs, aujourd'hui, sont en CDD. Et on s'aperçoit que le CDD, dans un certain contexte, avec des syndicats puissants, c'est aussi protecteur, et même plus protecteur que le CDI. Hein. Donc il y a des choses aussi qui changent dans la tête. Donc moi je pense que les pouvoirs publics doivent se rendre compte qu'il faut amender les ordonnances. Si elles ne le font pas, parce qu'il y a parfois un peu d'entêtement au sommet de l'État sur certaines questions qui viennent des partenaires sociaux, même quand patronat et syndicats sont à peu près d'accord pour dire la même chose, bah, il faut que le patronat reprenne un petit peu la main et qu'au moins les accords sur les délégués de proximité qu'évoquait Patrick se développent un peu plus massivement. Ça corrige le tir quand même et ça remet un petit peu de réalité de terrain qui manque un peu dans les CSE centraux. Bon, du côté des syndicats, alors je sais que je ne fais pas toujours plaisir à mes amis syndicalistes quand je dis ça, mais la réforme des retraites a bien montré que la légitimité des syndicats en a pris un coup au bon sens du terme, qu'elle s'est bien relevée, parce qu'ils étaient ensemble. Alors moi, je ne rêve pas de ce qui se passe en Allemagne ou dans les pays de l'Europe du Nord avec un jour une seule confédération syndicale, mais entre 8 et 1, il y a de la marge.
Bon. Sur les 8, il y en a 6 qui étaient ensemble 2 par 2 à une certaine époque. Je ne dis pas d'ailleurs que le rapprochement doit se faire exactement comme il était historiquement. Ça dépend un petit peu de ce que voient les uns et les autres. Je pense que les salariés le souhaitent. S'ils ont légitimité l'action sur les retraites, c'est parce que les syndicats étaient ensemble. Moi, je relativise les problèmes, par exemple, posés par le taux de syndicalisation. C'est vrai qu'il est un peu plus de 10% en France. Je posais la question dans mon groupe récemment, j'ai piégé un peu tout le monde en disant, vous savez quel est le taux de syndicalisation en Allemagne, qu'on cite souvent comme référence? Ben, il est de moins de 20%. Hein. Il est pas... Les Italiens sont au-dessus aujourd'hui, ils sont encore à 35%, mais la puissance du syndicalisme allemand, ce n'est pas seulement le taux de syndicalisation. Et d'un autre côté, oui, ils ont d'autres atouts. Oui, c'est vrai. Ils ont beaucoup d'inactifs. Qui font le nombre en Italie. Oui, c'est vrai. Ils sont encore assez. La Finlande qu'il faut mettre en avant pour. Mais alors après, j'allais parler de l'Europe du Nord et de la Finlande ou d'autres pays. Là, on sait très bien que le taux de syndicalisation très élevé, qui dépasse les 50, 60 ou 70%, il est lié au fait que certaines prestations sont liées au fait que vous êtes syndiqué et qu'elles sont parfois délivrées par les syndicats eux-mêmes. Donc ça change totalement. Chez nous, on a des conventions collectives, et c'est plutôt une bonne chose, hein, c'est pas la peine de refaire l'histoire, qui couvrent la quasi-totalité des salariés. Avec la montée par ailleurs de l'individualisme, qui est un phénomène d'ailleurs général, hein, parce que le taux de syndicalisation baisse un peu partout en Europe. Hein. Alors il part de plus haut à certains endroits, mais il baisse. Avec cette montée du syndicalisme et le fait qu'on est couvert, il n'y a pas une incitation à se syndiquer, de la même façon que dans les associations culturelles ou sportives aujourd'hui, vous voyez une crise du bénévolat, mais qui est énorme par rapport à ce qu'on avait il y a encore 5 ans, 10 ans. Les gens s'investissent moins dans ce type d'action. Par rapport à ce que disait M. Piron, en quoi il y a un danger par rapport à la montée en force des collectifs? Moi, je pense que tout ce qui affaiblit le syndicalisme, même s'il a des choses à régler par lui-même, hein, il y a aussi l'offre que font les différentes confédérations, sont en concurrence et puis que le meilleur gagne. Il est évident que la montée des collectifs, ça va devenir quelque chose de prégnant. Je pense que c'est ni l'intérêt des pouvoirs politiques, parce que les gilets jaunes dans l'entreprise, ça peut faire aussi des dégâts. Alors, peut-être pas les mêmes que... c'est ni l'intérêt des entreprises, parce que ce n'est pas maîtrisable. On a vu que certains étaient publics, d'ailleurs. Hein. Patrick n'a pas cité les groupes, mais à la SNCF, on a vu qu'il y avait des collectifs, notamment sur les contrôleurs, qui étaient partis et qui débordaient tous les syndicats, y compris les plus représentatifs de l'entreprise. Donc, c'est jamais très sain pour l'autre partie, pour la troisième partie qui a oublié quand même depuis quelques années de donner à la fois de l'autonomie et du poids aux partenaires sociaux. Bon, ça va un petit peu mieux aujourd'hui encore que. J'espère que l'épisode des retraites, à défaut d'avoir modifié la réforme, a mis un peu de plomb dans l'aile dans les hautes sphères de l'État. Mais c'est pour moi un danger évident. Et je veux dire, derrière les collectifs, il y en a qui peuvent être très sains et très respectables, hein, par ailleurs. Bon, après, vous savez, les relations entre le politique et le syndicalisme, ça existait dans tous les pays à différentes époques, et on voit très bien qu'il peut y avoir des manipulations, comme il y en a eu d'ailleurs pour les Gilets jaunes, de certaines forces extrémistes qui, à l'intérieur de l'entreprise, font ce qu'elles essayent de faire en dehors de l'entreprise. Donc pour moi, c'est un danger évident, et qui doit réveiller à la fois le patronat, les syndicats bien évidemment, et puis les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que je dis que le dialogue aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire, je suis optimiste de nature et je pense qu'on va gagner la partie, on va remonter la démocratie sociale, comme on dit, même si je suis d'accord avec Patrick, il n'y a pas de démocratie dans l'entreprise, c'est une autre forme de fonctionnement. Ça peut surprendre ça quand même. Non, mais il n'y a pas de démocratie au sens où, parce qu'on, voilà, au sens où... Il y a un patron. Donc oui, il y a un patron. Dont, enfin, parfois, le président donne l'impression qu'il n'y a pas non plus beaucoup de démocratie sur le plan politique, mon cher. Non, mais ce n'est pas la même chose. Et moi, j'évite ce type de comparaison. Mais par contre, ce qui me paraît évident, c'est qu'il faut que demain, on prenne conscience. Les CSE, bon, nous on travaille avec et on ne va pas tomber sur les CSE, c'est des structures utiles dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Je pense que malheureusement, dans bien des cas, on a perdu, pas à cause des CSE en tant que tels ou des CE et des CHSCT hier, pas à cause des syndicats d'ailleurs. Là, je mettrais plutôt l'accent sur une frilosité ou un conservatisme patronal, ou des lois faites par les différents pouvoirs politiques qui n'étaient pas les bonnes, mais on a un peu perdu la bataille de l'anticipation. Anticiper les mutations, les restructurations, les grands changements. Maintenant, il y a l'IA, mais il y a la révolution numérique qui court depuis un moment, il y a la révolution environnementale qui va quand même, on l'a dit depuis ce matin, bouger beaucoup de choses. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, là je m'adresse aussi à la CFDT, pas seulement aux responsables de réalité du dialogue social ou à l'ancien dirigeant de la CFDT, il faut à la fois améliorer le fonctionnement des CSE
et régler le problème dans les conseils d'administration en renforçant le poids des administrateurs salariés. J'allais dire, quel que soit le mode de scrutin, est-ce que c'est les syndicats représentatifs qui désignent des administrateurs? Est-ce qu'on le fait par le scrutin direct? Est-ce que ce sont les IRP qui le font? Ça, je dirais, c'est un peu secondaire. Mais enfin, il y a 13 pays d'Europe qui font mieux que nous. Et quand je dis 13, ce n'est pas seulement l'Europe du Nord, là, c'est aussi des pays d'Europe centrale, l'Autriche, la Pologne. Et pourquoi je dis ça? Parce que les grands problèmes stratégiques et de réorganisation des entreprises, ils se définissent d'abord là. Et même si la voix des syndicats ou des représentants du personnel n'est pas entendue, n'est pas prise en compte, au moins ils s'expriment au moment où les décisions se prennent. Dans les CSE, malheureusement, sauf quelques belles exceptions, il s'exprime quand les décisions sont prises. Et il s'exprime sur les conséquences de ces décisions. Il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais c'est un peu tard pour corriger totalement le tir. Donc pour moi, le dialogue, 1, doit déboucher sur la négociation et de bons compromis. 2, il faut maintenant que les syndicats aient 2 outils à leur disposition. L'un très en amont dans la gestion des entreprises, alors conseil de surveillance comme ça d'administration, et l'autre sur le terrain de la gestion quotidienne avec les CSE et les modifications que j'évoquais tout à l'heure. C'était très clair, merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux.